Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre session de formation sur le financement des entreprises. Donc, nous avons évoqué les éléments relatifs au fonds propre interne dans le 1. Et là, nous sommes attardés sur l'autofinancement et les cessions. Ensuite, nous avons entamé le point 2 sur l'augmentation de capital par rapport en numéraire. Et là, après avoir balayé quelques éléments sur le prix d'émission, la prime, la période de souscription et le DPS, c'est-à-dire le droit préférentiel de souscription, j'aimerais m'attarder sur un point qui est relatif aux conséquences de l'augmentation de capital. Donc, l'augmentation de capital a deux conséquences principales qui sont généralement évoquées dans tout document de financement des entreprises. Il s'agit de l'augmentation des ressources financières et de la dilution du pouvoir de contrôle. Bien, on pourrait ajouter à cela la dilution des bénéfices. Mais au niveau de l'augmentation des ressources financières, il faut savoir que les capitaux propres augmentent s'il n'y a pas eu de nouvel endettement. Donc la capacité d'endettement de l'entreprise se trouve renforcée de par l'augmentation des ressources financières. Et les fonds obtenus grâce à l'augmentation permettront de financer le développement de l'entreprise ou de rembourser les dettes, c'est-à-dire procéder à un désendettement de l'entreprise, ce qui est assez courant dans le cadre de la gestion des entreprises. Ensuite, la dilution du pouvoir de contrôle. En fait, les anciens actionnaires qui n'ont pas participé à l'augmentation du capital ou qui ont participé dans une proportion inférieure à leurs droits voient leur part dans le capital diminuer. Augmentation du capital, donc dilution du pouvoir de contrôle, parce qu'il y a plusieurs actions qui sont émises et donc cela peut permettre d'avoir plusieurs nouvelles actionnaires ou des actionnaires qui prennent plus de poids dans le cadre du pouvoir de contrôle. Et il y a un troisième élément qui est relatif à la dilution des bénéfices. Ça, c'est une conséquence normale dans la mesure où le bénéfice est réparti sur un nombre plus élevé d'actions lorsqu'il y a augmentation de capital. Donc, généralement, le bénéfice par action diminue à court terme. Bien, cela nous permet donc d'aller à l'élément sur les principales catégories d'actions. Il faut savoir que nous distinguons plusieurs catégories d'actions. Nous allons parcourir quelques-unes. Des actions ordinaires en premier, qui confèrent à leurs détenteurs un droit de gestion et un droit sur les résultats. Au niveau du droit de gestion, il se concrétise par la possibilité d'obtenir diverses informations, d'assister ou de voter aux assemblées générales d'actionnaires. Et le droit de résultat, bien évidemment, c'est le boni de liquidation. Ensuite, nous avons les actions de préférence. Les actions de préférence, c'est une particularité du système français. En fait, ils confèrent à leurs titulaires des droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, pouvant être assortis ou non d'un droit de vote. Bon, ce sont des caractéristiques d'action qui sont librement déterminées par les statuts aussi. Et l'AG aussi est seule compétente pour décider de l'émission d'actions de préférence. Donc, les entreprises utilisent ce type de financement-là généralement parce que ça leur offre une plus grande liberté et leur permet de créer des actions qui présentent diverses caractéristiques. Voilà. Pour les informations que nous avons dans notre système, ce n'est pas encore à adopter. Ensuite, nous avons les actions à fond de souscription d'actions. En fait, ici, il s'agit d'une action ordinaire qui est accompagnée d'un ou plusieurs bons de souscription qui permet de souscrire à une action ordinaire à un prix fixé à l'avance et pendant une période déterminée. Donc, il y a un aspect attractif, c'est-à-dire que si le cours de l'action s'élève au-dessus du prix d'exercice, les détenteurs de bons sont bénéficiaires.
les bons sont exercés, la société émet des actions nouvelles correspondantes et reçoit les fonds prévus. Dans le cas contraire, les bons ne sont pas exercés et arrivés à leur terme, leur valeur est nulle. Donc la société émettrice ne perçoit pas les ressources auxquelles elle pourrait prétendre. Donc on est face en fait à un type d'action qui confère un droit de souscription à une action ordinaire dont on sait le prix. Voici ce qu'on peut retenir des bons de souscription d'action. Allons maintenant aux bons de souscription d'action autonome. Je vais vite sur ces éléments-là parce que ce n'est pas véritablement ça qui nous intéresse dans le détail, mais il faut les connaître aussi parce que dans le cadre de l'analyse financière que vous aurez à faire pour certaines entreprises, généralement les établissements financiers, ou bien pour ceux qui vont continuer en finance, c'est des éléments qu'il faut apprendre à comprendre le fonctionnement dès maintenant. Ensuite, on a le 2.5 sur les bons de souscription d'actions autonomes. Nous avons noté ici que ce sont des bons permettant de souscrire des actions pendant une période donnée à un prix fixé à l'avance. Bien. Ces bons de souscription généralement sont distribués gratuitement ou vendus à un prix symbolique aux actionnaires. Ils leur permettent de souscrire des actions pendant une période donnée à un prix fixé à l'avance. Maintenant, il y a une valeur théorique de ce bon-là qu'il faut bien comprendre. En fait, la valeur théorique du bon, c'est sa valeur intrinsèque plus sa valeur temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par valeur intrinsèque? Il s'agit du cours de l'action, moins le prix d'exercice sur le nombre de bons exigés pour souscrire l'action. Coût de l'action, moins prix d'exercice sur le nombre de bons exigés pour souscrire l'action. Ensuite, la valeur temps, c'est le coût du bon moins la valeur intrinsèque. On peut dire donc que la valeur supplémentaire attribuée au bon lorsque l'on prévoit une hausse du coût pendant le temps restant avant la fin de la période d'exercice.